moi je vais rentrer dans le sujet directement. Let's go. Alors, première question, j'en aurai trois. Première question, avec du recul, est-ce que pour vous, tu penses que le combat a été pris peut-être trop tôt, ou en tout cas avec un court délai de préparation? Et est-ce que pour toi c'est une erreur dans la gestion de carrière de Ciryl Gane? Le combat a été pris très tôt, non. Il n'y a pas un combat contre John Jones qui est pris très tôt. La personne sur la planète Terre qui connaît le MMA, qui connaît le management, qui prend un combat contre John Jones et dit c'est trop tôt, c'est pas tôt. Je veux dire un court délai de préparation. Oui, je sais ce que tu veux dire. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a personne du monde réel, du management de MMA, qui a un combat contre Conor McGregor, contre John Jones, qui prend la carrière tôt ou tard. Ça ne se pose pas comme question. On ne nous a pas offert le combat, on a cherché le combat. Quand on est allé à Vegas, on n'avait pas le combat. Nous sommes allés chercher le combat, nous sommes allés demander le combat. On l'a demandé sur les réseaux, on l'a demandé en personne. Depuis le mois de septembre où Ciryl a gagné, je n'ai pas arrêté d'harceler l'UFC pour ça. Pour nous, c'est une... On ne gère pas une carrière différemment quand tu es déjà numéro 1. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, est-ce que peut-être il y a eu des négociations pour avoir un combat peut-être un mois plus tard? On sait que Ciryl aurait bien aimé l'avoir justement peut-être un mois plus tard, un mois de plus pour se préparer. Est-ce que peut-être dans les négociations, au moment où vous avez demandé le combat? Moi aussi, tout le monde aurait... J'aurais bien voulu avoir 2 mois de plus, 3 mois de plus. Mais la temporalité, tu fais avec, c'est toujours les mêmes soucis. La temporalité, tu fais avec ce qu'il y a, ce qu'on te donne. Et donc, du coup, tu négocies pour avoir le combat. C'est une bonne chose d'avoir le combat, mais ensuite tu te dis, bon, l'UFC te dit, on a une date. Cette date-là, elle ne bouge pas. On est d'accord, on va t'offrir le combat, mais elle ne va pas bouger. Et tu regardes ton emploi de temps, tu regardes ton planning, tu fais un auto-planning, tu fais une planification, et tu te dis, banco, let's go, on prend le combat. D'accord, ok. Bon. Deuxième question, c'est... Ouais. Deuxième question, tu as dit dans le podcast avec La Sueur qu'il fallait d'abord écumer tous les clubs de jiu-jitsu et de lutte en France avant de penser à l'international, sachant qu'on sait qu'à l'international le niveau est beaucoup plus élevé qu'en France sur ces disciplines-là. Pourquoi tout simplement ne pas aller chercher le meilleur ailleurs, vu qu'il n'est pas forcément en France? Parce que ça s'apprend, ça. Il faut comprendre comment faire de la pédagogie. C'est pas un hasard si on est coach aussi pour décider ce qu'on va donner comme mission. Pour faire progresser un élève, j'ai besoin de lui donner une tâche qui est au-dessus de lui, qui va le pousser vers l'avant, mais pas une tâche insurmontable. Sinon, je vais casser l'élève. J'arrive avec un jeune, c'est un petit génie, j'ai envie de lui apprendre les mathématiques et je veux qu'il comprenne vite. J'arrive et je lui donne les probabilités tout de suite, il va bugger, il ne va pas comprendre de quoi je parle. Alors que si je prends le temps de lui apprendre la table de 7, la table de 8, la table de 9, je vais peut-être évoluer. Pédagogiquement, ce n'est pas un hasard de se dire que dans le coin dans les sparring et dans les coins de Ciryl, ce qu'on va chercher, ce sont des personnes qui sont capables de le mettre en difficulté sérieuse, sans toutefois le décourager et que la tâche soit insurmontable. Ok, donc pour vous c'est étape par étape, avant de viser le gratin du JJB. Le principe de l'enseignement, c'est ce qu'on appelle la progressivité. L'un des premiers principes de l'enseignement, c'est qu'il faut qu'il y ait de la progressivité. Si on va de manière brutale et qu'on saute les étapes, on va coincer. C'est pour ça j'ai eu la chance, moi, d'être formé comme, sportivement parlant, je parle que du sport, j'ai eu la chance d'être formé ici et ce qu'on nous apprend, la base de ce qu'on nous apprend, c'est ça, à l'éducation, c'est de dire que si tu as envie d'apprendre, quelle que soit la tâche que tu vas apprendre, un adulte, un pro, un gamin, il faut qu'il y ait de la progressivité. Et je dis encore, Selim Khan, le lutteur qui est 6 fois champion de France, il met sérieusement en difficulté Ciryl. Pourquoi je vais aller chercher le plus grand lutteur du monde, champion olympique, alors qu'il ne gère même pas encore Selim Khan? C'est une affaire de rapport. De se dire que je vais chercher ça. Ensuite, on va prendre les mecs de sol, déventer, c'est très chaud pour Ciryl. C'est même très chaud même pour
la plupart des personnes, je ne suis pas sûr qu'à un match de grappling, que John Jones puisse battre Devontae. Et donc, du coup, pourquoi je vais aller chercher Gordon Bryan? Pourquoi je vais aller chercher Gordon Bryan? Juste pour dire, j'ai pris le plus grand. Pour faire quoi? Il ne va rien comprendre, il ne va rien voir. Ça pas des... Donc, je respecte la progressivité, on monte. Troisième question, s'il te plaît. Ouais, dernière question. Du coup, pour rentrer clairement sur la performance, comment tu peux expliquer que Cyril ait fait une erreur, ou en tout cas, ça paraît être une erreur aussitôt dans le combat? Je pense qu'ici, personne ne s'attendait, peut-être que le combat était très serré, peut-être que des personnes voyaient Jones vainqueur, mais un combat qui se finit aussitôt, personne ne voyait ça. Tout le monde est quasiment déçu et surpris de la performance de Cyril. Comment tu expliques cette débâcle, pour utiliser un terme qui définit clairement la performance? C'est multifactoriel. Je ne sais pas ce que... bien malin sera celui qui peut dire avec précision quels sont les facteurs qui ont fait qu'il n'y ait pas de la performance. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est un sport de combat. En sport de combat, on a ce côté-là de casualité qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. Et vous avez regardé, vous savez aujourd'hui qu'il y a des combats où on ne comprend rien, où José Aldo arrive et puis on dit mais comment ça se fait qu'il est... Non, on ne comprend pas. Le jour-là, il n'était pas bien, le jour-là, le coach n'était pas bien, le jour-là, peut-être l'équipe n'a pas été performante. Qu'est-ce que Voilà quoi, c'est multifactoriel. Ça, on va spéculer, on va dire un peu de tout, mais il y a peut-être que... il n'était pas bien, il y a peut-être que il a été distrait, il y a peut-être que finalement il a été stressé, il y a peut-être que John Jones a été très fort. C'est complètement... Il faut être un magicien pour déterminer ça. Je ne sais pas faire ça. Bonsoir Fernand, c'est Delavedi, c'est le sport. On a parlé beaucoup de Cyril, etc. Mais moi je voulais savoir comment toi tu as vécu cette nouvelle désillusion de ne pas pouvoir atteindre le titre. Est-ce que moralement, tu as été atteint et est-ce que tu digères cette défaite? Oui, j'ai été touché. J'étais vraiment abasourdi, complètement choqué. Je ne savais pas que c'était possible. Parce que comme je vous dis, vous avez la perception de ce qu'on vous donne en vidéo. Quand on a envie de faire, on nous demande, quand les community managers nous demandent un contenu, ce qu'on fait, une petite série de pattes d'ours, on vous la donne. Parce qu'on ne peut pas se mettre à montrer tout un entraînement et tous les détails de la lutte, du sol et tout ce qu'il y a. Mais je vous promets, c'est très pénible quand vous savez que le gars s'est préparé. Quand vous savez que vous l'avez lutté, vous l'avez vu faire du sol avec des mecs beaucoup, beaucoup plus forts au sol et qu'il a fait des choses incroyables. Quand vous arrivez au combat et que ça se passe aussi vite, je vous promets, c'est pénible. C'est vraiment difficile. Voilà. Donc je l'ai mal vécu, mais je sais avaler la couleuvre et puis je sais avancer et on avance. C'est tout. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à chipoter, on avance. Je t'en prie. Bonsoir Fernand, Gilles pour la bagarre. Pareil, j'aurais 3 questions à te poser. Je voudrais revenir sur le combat et sur la préparation. Cyril se casse la main lors du dernier UFC en France. Donc il faut un certain temps pour récupérer. En plus, on sait qu'il a des lacunes en lutte, forcément il a promotion, etc. Comment tu te dis à ce moment-là, puisqu'il a forcément très peu de préparation, parce qu'il retourne en entraînement pour travailler avec tout ce qu'il a de travailler, en plus il doit travailler son puissance et tout, c'est-à-dire qu'il va encore avoir 3 mois, 2 mois de préparation avant de rencontrer Jones? Entre la guérison de sa main et le combat, il y a eu 3 mois. Donc est-ce que 3 mois, en sachant qu'il a ces lacunes-là, parce qu'on les a vues face à Ganou, là c'est un autre niveau, tu te dis c'est opportun parce qu'on ne rate pas ce combat-là, mais quelque part, tu y vas, excuse-moi je suis une vite fait, tu y vas donc forcément tu vas aussi avec une idée de game plan, je suppose. C'est quoi ton game plan pour aller battre un Jones, surtout qu'on a vu Cyril sur la défensive pendant ces 2 fameuses minutes, il perd de cette façon-là, qui n'est pas pour moi une humiliation, mais qui est très très étonnant quand même de perdre. Quand tu es préparé pour combattre contre Jones, tu ne peux pas perdre logiquement au bout de 2 minutes, tu dois avoir une préparation qui doit t'amener à résister en tout cas en lutte. Et ma dernière question, aujourd'hui on voit que chez les lourds, il y a une grosse domination par type. Est-ce qu'on peut faire étape par étape s'il vous plaît? Je me peine, c'est pas possible, ça fait trop de questions. Waouh! Est-ce que tu peux peut-être répéter le début? Non, c'est bon, je l'ai en tête. Je l'ai en tête. Je dis waouh parce que je suis stupéfait. Nous suivons tous le MMA. Ce que vous me dites, c'est que là, dans la cage, tout à l'heure, vous avez regardé des combats
où il y avait des personnes qui venaient avec l'intention de ne pas tomber. Elle se prépare chez elle. Elle se dit, je ne vais pas tomber. Et vous n'admettez pas que l'autre en face s'est préparé pour faire tomber et qu'il puisse quand même faire tomber. Ça me dépasse qu'on ne puisse pas se dire, Cyril Gann pourrait, quelle que soit sa préparation, tomber. Quand on est aux Jeux Olympiques de lutte, on prend 2 lutteurs très forts en lutte libre, on les met ensemble, les 2 sont archi préparés, il y a bien un qui tombe à un moment. Comment ça vous arrive, vous, de ne pas vous dire à un moment donné, il peut s'être préparé comme un lion, comme un lutteur gréco-romain, lutteur libre, ce que vous voulez, mais il est tombé. Il est juste tombé. Est-ce que c'est possible humainement? Non, mais bien entendu. Là, ce que je voulais simplement dire, c'est que les 3 mois de préparation, je trouvais ça très short pour les combats comme c'est dans ce style-là. Si ça avait été au bout de 6-7 mois, dans la même condition, ça aurait dit la même chose. Okay. C'est les 2 minutes qui sont courtes. Du coup, qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous arrivez dans un camp d'entraînement. Vous débarquez sur la vie de la planification d'une carrière. Pendant longtemps, ce que vous réclamez, vous là, ce que vous reprochez, vous, c'est ce que vous avez apprécié pendant très longtemps. On n'a fait que ça. On a démarré la carrière de ce jeune. Il était un Nakmoué pur, qui est posé, qui est là sur place et qui frappe. On a mis en place une stratégie qui était, on n'aura jamais le temps de rattraper la lutte, on va éviter la lutte. On avait des short notice de malades, vous ne vous êtes jamais plaint. Ça ne vous a jamais posé de problème. Aujourd'hui, vous arrivez pour questionner quelqu'un qui est... J'aime l'idée de me remettre en question, sincèrement. Je ne fais que ça. Parce que au-delà de... Je ne sais pas pour faire beau, je suis traumatisé, ça me choque en fait. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je suis obstiné, je recommence tout le temps. Mais je vous dis simplement que il y a un moment donné, quel que soit l'entraînement qu'on va faire, on peut juste échouer, c'est possible. Donc, l'entraînement de Cyril a recommencé en novembre. Novembre, il a recommencé la préparation physique en novembre. OK? En décembre, le 4 décembre, j'ai encore des textos, je faisais mes devoirs, et les textos, quand je fais mon truc, le 4 décembre, il y a des textos où j'appelle Reda Meptouche, j'ai rendez-vous avec lui et je demande à Cyril, son rendez-vous, on se coince à la salle, on travaille. Vous voyez, comptez les semaines entre le moment où il a le calosseux qui est fait, on sait que le calosseux, c'est 8 semaines, c'est 10 semaines maximum, le calosseux est fait, la main elle est solide, le médecin donne le OK. À partir de ce moment, on se met à s'entraîner. Préparation physique d'un côté, et puis l'entraînement. On arrive aux États-Unis. Reda Meptouche n'a rien à voir dans le camp d'entraînement de Nassourdine Imavov. On le ramène avec nous en plus, parce qu'il va servir de sparring à Cyril, qui pour le coup, lui, va coacher Nassourdine Imavov. Donc on se prépare tout le temps. On n'est pas encore à la vitesse de croisière, on n'est pas au max, mais on se prépare. Les gars, c'est un métier. Enfin, là, je suis tous les jours en costard ces derniers temps et vous perdez et vous oubliez qui je suis et ce que j'ai pu faire. J'ai été major de promotion sur les diplômes d'état supérieur à l'INSEP dans mon domaine à moi. En Muay Thai, j'ai été major de promotion. En lutte, j'ai été major de promotion. C'est mon métier. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on m'apprend, moi, c'est piloter un système d'entraînement. C'est d'avoir des coachs avec moi et je pilote et je les aide à avancer. Je veux bien qu'on se remette en question, c'est ce que j'essaie de faire là, mais je veux aussi que vous ayez quand même l'humilité de vous dire, bon, si je suis un média, je vais quand même faire, peut-être que lui ne sait pas assez de choses sur mon domaine, et moi, je vais lui faire un peu confiance dans son domaine. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Justement, ma seconde question qui venait, justement, c'était le game plan. Parce que forcément, si tu vas forcément avec l'idée de Il faut qu'on commence gagner. à faire beaucoup plus court, on est énormément. Simplement, voilà, Le game plan, je vais le faire rapidement. Il était celui-ci. C'était type, dans les types, élimination des low kicks, de toutes les frappes circulaires au corps. On pouvait les mettre circulaires en haut, mais pas dans les jambes. Donc on élimine ça parce que c'est facile à choper. D'ailleurs, il met la main dessus et puis il frappe. Ensuite, jab, uppercut. Pas de crochet, pas de bras air, plutôt jab, uppercut parce que du coup,
on le touche au-dessus et quand il change de niveau, il va venir s'empaler dans la zone, le tunnel du lutteur. C'était aussi simple que ça. Voilà aussi simplement qu'est-ce qu'on avait à faire comme game plan. Bon, rien de plus, se déplacer, frapper, en uppercut, en frappe oblique, toutes les frappes qui remontent, éviter pour le dissuader de descendre. C'est aussi simple. Une deuxième question très rapide. Très rapide. Compte tenu du niveau des frères Younoussov, Turpal le mois dernier qui termine en 27 secondes, aujourd'hui Aboubacar qui termine en 24 secondes, est-ce qu'à cause de la législation, il ne serait pas temps de les envoyer peut-être à l'extérieur pour qu'ils montent leur vrai niveau contre de plus gros opposants? Absolument, c'est une idée possible. Là, on a programmé un combat pour Jordan Zebo le 11 mai, mais le 8 juin, non, le 8 juillet, il combat en Italie, à Siena, dans une organisation, parce que là-bas, il aura la chance d'affronter quelqu'un qui est beaucoup plus classé. Et donc, en général, dès qu'il y a moyen dès qu'il y a des jeunes qui ont la possibilité d'aller à l'extérieur pour aller combattre, non, c'est une bonne chose. Je t'en prie. Bonsoir Fernand, Mehdi de Actu MMA. J'ai une question pour le futur de Cyril Gane. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Sergei Pavlovich, Thomas Spinal, Curtis Bates. Parmi ces profils, quel serait le meilleur pour Cyril Gane et à l'inverse le pire match-up pour lui? Je pense que le pire match-up pour lui, c'est Curtis Blade et le meilleur match-up pour lui, c'est Pavlovich. Curtis Blade à cause de la lutte, j'imagine. Curtis Blade à cause de la lutte, Pavlovich il frappe comme un sourd-muet, mais normalement il sait déjà gérer les sourds-muets. Enfin, je veux dire les gens qui frappent comme des sourds. Bonsoir Fernand, Titouan Laurent, Sport Business Club. Est-ce que la défaite de Cyril Gane la semaine dernière peut avoir une incidence sur l'attractivité pour les marques, les sponsors de Cyril Gane à l'avenir? Et plus globalement, comme Cyril Gane c'est un petit peu l'étendard du MMA en France, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le développement économique de la discipline? Absolument, c'est vrai, c'est possible. Pour le moment, on n'a pas encore eu d'alerte pour les marques. Ça se passe, les marques sont assez loyales vis-à-vis de Cyril pour le moment. Et puis on verra bien pour le futur, pour l'économie, c'est bien qu'on s'en souvienne et qu'on se dise peut-être qu'il ne faut pas trop l'enterrer parce que si on l'enterre trop et qu'on l'humilie trop, peut-être que l'UFC, parce que c'était pas donné, hein. On a oublié où on était il y a 3 ans, 4 ans. On a eu l'UFC à Paris, hein. C'est pas donné. C'est bien de se rappeler de ça et de se dire que l'industrie totale du MMA, nous tous là, autant que nous sommes là, médias, machin, nous tous là, à un moment donné, avoir des acteurs du MMA qui font tourner la machine du MMA en France, ça fait du bien à tout le monde. Je dis ça, je dis rien. J'ai une courte deuxième question qui apprend de Non, je suis désolée, il faut qu'on passe. Sur Je suis désolée. le MMA, le club du Paris Saint-Germain a lancé sa structure de MMA, est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe, vous y pensez? Ça n'existe pas du tout, c'est une rumeur, voilà. Un petit commentaire là-dessus, je prends le micro, merci beaucoup. Non, c'est une très bonne chose. La concurrence fait toujours du bien au développement de l'écosystème. C'est une très bonne chose d'avoir le PSG qui organise un truc, qui fait un truc de MMA. On va bien cohabiter, même si on va morfler. Mais c'est une bonne chose pour tout le monde. On a créé la structure du MMA Factory en 2012. Quand ça a été créé, il y a eu une pléiade de salles de sport privées qui se sont créées. Ça n'a pas changé les données. On les a vu fermer successivement, progressivement. On a souvent résisté à des vagues, à des grosses tempêtes. Et je pense qu'on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, moi, je trouve la compétition bonne. Ça va attirer un peu plus de monde. Ça va attirer des fans de football vers l'industrie du MMA. Et tout le monde est gagnant. Question. C'est l'avant-dernière question, je t'en prie. J'en ai 2. Ça sera une seule, choisis une des deux. Ok. Bonjour Fernand, Olivier pour Boxmag. J'aimerais savoir, Cyril est maintenant à la 3e place du classement, mais il se pourrait que le prochain combat pour le titre, si tout se passe bien, soit dans 3 ou 4 combats minimum. Ça fait environ 2 ans. Alors la question c'est, lors des discussions avec Cyril après le combat avec John Jones, est-ce qu'il vous a semblé motivé et déterminé à tenir jusque-là? Sachant qu'il a lui-même dit précédemment qu'il n'avait pas forcément l'intention de rester trop longtemps dans le circuit. Vous êtes dangereux, tout ça. Non, mais c'est une question vraiment honnête, hein, il n'y a pas de piège. Ok, non, il n'y a pas de souci. Il est bien, il a faim.
Il a dit, enfin, s'il n'est pas bien, il n'est pas à la salle. Là. Vous voyez bien que, enfin, il s'entraîne. Il est bien, il est reparti à l'entraînement, il le vit. Il est peut-être que c'est quelque chose de bien qui lui fait un électrochoc et puis on avance. Donc, non, je pense qu'il a envie. Il a envie de retourner. Il sait que le chemin va être long et qu'il va encore se taper 2 ou 3 mecs relous. Mais il a vraiment envie. Et puis, s'il se positionne bien, on ne sait jamais, avec un peu de chance et tout, on pourrait atterrir dessus beaucoup plus rapidement que prévu. Merci. Bonsoir, Fernand Noé pour ISFKT et Cover. J'en ai qu'une, j'imagine. Donc, on est tous très déçus de l'annulation du combat entre Ragnar Le Breton et Daniel Lanty. Du coup, je veux savoir, est-ce qu'il y a un report possible ou, pour le combat ou pour Ragnar du coup? On essaie de faire un report. C'est pas encore... en gros, l'idée, c'est qu'on puisse placer ce combat-là sur le mois de mai, le 11 mai. Contre Daniel? Oui. Ah, Daniel, le plan galère, ça joue pas contre vous? Enfin, ça vous... j'imagine forcément ça crée des frustrations, ça crée des conflits. Au dernier moment, un plan galère comme ça. Pour vous, non, ça reste un report tranquille. Pas de problème avec Daniel, quoi. Non, avec le temps, vous allez voir que vous pouvez avoir des plans galères, mais vous faites avec des personnes, vous voyez là, et dans le public, là, il n'y a pas tout le monde là qui est mon ami, mais on fonctionne. Moi, je suis ton ami. Absolument. Bon, ça va. Okay, mais voilà, dans la vie, vous allez comprendre qu'il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, et puis fonctionner avec les plans galères. Et bien Fernand, on te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis viré. Bel exercice.